Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, on va vous parler de base de données et surtout comment choisir une base de données adaptée à votre use case. Je m'appelle Wilfried Rosé, ça fait 1 an et demi que je suis chez OVH et je suis responsable de l'équipe qui a la charge des bases de données chez OVH. Donc les bases de données chez OVH, ça représente 400 bases de données réparties sur une 60aine de clusters dans 2 zones géographiques pour un total de 20 Tera sur disque. Le planning d'aujourd'hui, c'est un petit tour d'horizon des DBMS, un focus sur les bases de données relationnelles, et ensuite ce que j'ai appelé takeaway, les informations que vous allez pouvoir emmener avec vous pour continuer à creuser le sujet. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a une idée de ce que représente ce chiffre? Plus de 400. Plus de 400 quoi? Non. C'est plus de 400 DBMS. Aujourd'hui, sur le marché, il existe plus de 400 DBMS. Il y en a certains qui sont très connus et la majorité sont très peu connus. Du coup, si je vous demande de choisir, aujourd'hui, votre DB pour votre DBMS pour votre use case, il y a de grandes chances que vous soyez un petit peu perdu. Et c'est tout l'objectif de ce meetup. Vous donner les clés pour choisir le bon DBMS pour votre use case. Et alors du coup, je suis obligé de vous dire, il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de réponse miracle. Mais c'est aussi un sujet à troll. Question compliquée, question avec un fort point de vue. Et du coup, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire le NoSQL, ça ne sert à rien. Je ne vais pas dire MySQL, c'est mieux, MySQL, c'est moins bien. Je ne vais pas dire Postgres, c'est moins bien. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Ça va être vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ce sujet et se focaliser sur les éléments qui vont vous aider à avancer sereinement sur le sujet. Quand on parle de DBMS, on parle de use case, il n'y a pas une DBMS qui va résoudre tous les problèmes du monde. Il y a un DBMS qui va être plus adapté à votre use case qu'un autre. Et alors, j'ai essayé de résumer un petit peu les use cases qui existent. Il y a tout ce qui est métrique et IoT. Pour cela, on va se tourner vers les time series, les DB orientés time series. Pour tout ce qui est log, on va s'orienter vers les bases de données spécifiquement designées pour stocker des logs. Et ensuite, ça commence déjà à être un petit peu plus flou. Key value store, les données volatiles, les données dénormalisées. Pour ça, on va s'orienter vers le NoSQL. Et pour tout ce qui est relationnel, pour tout ce qui est normalisé, on va s'orienter vers les RDBMS, les DBMS relationnels. SQL, NoSQL, le nom se ressemble, comment choisir, pourquoi je partirais plus vers du NoSQL, pourquoi je partirais plus vers du SQL. Tout simplement, c'est 2 use cases différents. On ne va pas utiliser un NoSQL pour faire du SQL. Il y en a un qui va être plus adapté pour traiter des données normalisées. Les données normalisées, c'est quand on essaye de réduire la duplication de données au sein de la base de données. Et la dénormalisation, c'est quand on essaye d'obtenir tout l'ensemble des informations dont on a besoin en une seule requête. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Le SQL offre ce qu'on appelle des garanties acides. On va en parler juste après. Et le NoSQL offre, out of the box, des performances en écriture beaucoup plus intéressantes. Et je dis bien out of the box parce que cela ne nous empêche pas d'avoir d'énormes performances en écriture
avec du SQL. Alors, est-ce que ça parle à tout le monde, les contraintes ACID? ACID, c'est un acronyme avec en premier l'atomicité, la consistance, l'isolation et la durabilité. On va commencer par le plus simple, la durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, durabilité? Tout simplement, c'est-à-dire qu'une fois que mon DBMS m'a dit « c'est bon, j'ai pris en compte ton écriture, je peux faire ce que je veux de mon serveur, l'arrêter, le redémarrer, même l'arrêter de façon brutale. Une fois que j'ai repris mon service, ma donnée sera toujours présente. » Là où c'est un petit peu plus flou, c'est quand on commence à parler d'atomicité et d'isolation. Ces deux-là vont ensemble. Ces deux-là s'appuient sur les transactions. Et le premier, atomicité, veut dire qu'une transaction, c'est un ensemble de requêtes, soit l'entièreté est exécutée, soit rien du tout. Je ne laisse pas ma base de données en plein milieu de ma transaction dans un état transitoire incertain. L'isolation s'appuie aussi sur les transactions. Ça veut tout simplement dire que deux transactions concurrentes, par concurrente ça veut dire exécutées simultanément, elles ne vont pas se perturber l'une l'autre. Dans la transaction 1, je ne verrai pas ce qu'il se passe dans la transaction 2. Et la base de données sera laissée dans l'état comme si les transactions avaient été exécutées l'une après l'autre. C'est clair pour tout le monde? Et la consistance, c'est-à-dire que je pars d'un état valide pour terminer à un état valide, avec des données qui font du sens pour votre application. Je vais faire une toute petite parenthèse sur le NoSQL. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Redis et de MongoDB. Ces deux DBMS sont des DBMS NoSQL, mais pourtant ils sont différents. Redis va stocker vos données en mémoire RAM. Et ça a une importance, quand je dis mémoire RAM, c'est-à-dire que si je redémarre le serveur, j'ai vidé ma RAM, j'ai plus mes données. Ce qui en fait un choix particulièrement approprié quand on veut faire du cache, par exemple. MongoDB, quant à lui, va stocker les informations dans un fichier sur disque. Si je redémarre mon serveur, je ne perds pas mes données. Du coup, c'est un outil particulièrement adapté pour stocker les informations dans leur forme dénormalisée. Du coup, passons à la suite et concentrons-nous sur les RDBMS, les DBMS relationnels. Est-ce que tout le monde a déjà eu affaire à un DBMS relationnel? C'est la première raison pourquoi ce meet-up est orienté sur les DBMS, c'est que tout le monde en a déjà touché un. Je suis quasiment sûr. Et ils sont aussi très utilisés et ils sont flexibles et puissants. Du coup, je suis persuadé qu'en partant avec un RDBMS, vous allez pouvoir commencer à construire votre SI. Sur quoi vous devriez vous concentrer en premier quand vous voulez choisir votre RDBMS? Le plus simple, c'est de repartir de votre problème initial. Quel problème vous essayez de résoudre? Et surtout, comment vous essayez de le résoudre? C'est très important, parce que les autres éléments vont en découler. Quelles features vous allez avoir besoin pour résoudre votre problème? S'il faut, le DBMS le plus shining du moment a toutes les features du monde et vous n'en avez pas besoin. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas. Comment vous allez les utiliser? Ça aussi c'est important. Peut-être qu'il a toutes les fonctionnalités du monde, mais s'il vous faut 4 semaines pour vous approprier ces fonctionnalités, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre? Il ne faut pas oublier de planifier le futur. Est-ce que le RDBMS vous propose des features
qui vous laisse grandir, qui laisse votre entreprise grandir? Ou est-ce que vous n'allez pas vous retrouver à l'étroit dans 3 mois, après avoir fait une immense levée de fonds? Comment vous allez utiliser votre DBMS? C'est aussi important. Vous n'allez probablement pas tous l'utiliser de la même manière. Quel type de requête vous allez faire? Est-ce que vous allez faire principalement de la lecture, principalement de l'écriture? Quand vous allez faire de l'écriture, est-ce que vous allez faire plutôt de l'insert, ajouter de nouvelles données, ou plutôt venir les modifier ou les supprimer? Quelle taille vont avoir vos requêtes? Est-ce que vous allez retourner des millions de lignes à chaque requête, ou plutôt 1 ou 2 lignes? Et ces lignes-là, quel volume de données vous allez faire transiter sur le réseau? Est-ce que vous allez nous renvoyer 1 giga par row, quelques mégas? Ça peut être aussi très intéressant. Et enfin, à la concurrence. Combien d'utilisateurs vous allez avoir connectés en même temps à votre base de données? Des dizaines, des centaines, des milliers? Combien de requêtes en parallèle? Une grosse requête qui prend des heures, une requête qui prend quelques millisecondes. C'est très important. Est-ce qu'il y a une réponse facile? On a réduit le scope, on parle de RDBMS, du coup le périmètre est un peu moins large, et j'ai tendance à dire, oui, il y a une réponse facile, mais c'est mon point de vue. Vous allez pouvoir lire beaucoup de choses sur Internet qui n'aura pas le même point de vue que moi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent des bases de données, qui ont toujours utilisé des bases de données. Des personnes très compétentes ont réussi à construire des infras de malades, gigantesques, avec les pires outils du monde. De la même manière, il y a des gens qui ont utilisé les meilleurs outils du monde et qui ont fait des infras tout à fait bancales. Du coup, il y a un trade-off à faire ici. Et du coup, chez OVH, notre recommandation et notre choix, c'est PostgreSQL. On en rediscutera un petit peu plus tard. Au début de la présentation, je vous ai parlé de votre use case. Le vôtre, pas celui de votre voisin, pas celui de l'auteur du blog, pas l'auteur de la vidéo, le vôtre. Votre problème, ce que vous voulez résoudre, comment vous voulez le résoudre. Internet est très vaste, tout le monde y donne son avis, et c'est très instructif. Par contre, prenez le temps de vous approprier ces informations, de vous approprier votre problème, parce que à la fin, c'est votre problème, pas le leur. Et vu qu'on parle de use case, je vais donner la parole à Romain qui va vous présenter le sien. Bonjour à tous. Donc moi c'est Romain Carman, je suis lead développeur et cofondateur de la startup Lota Cloud. On a été invité par OVH pour vous parler d'un use case spécifique, l'utilisation chez nous d'une base de données relationnelle. Donc je vais pouvoir vous le décrire, mais avant ça je vais vous présenter un peu notre solution. Donc notre solution c'est une plateforme de gestion des dépenses et de la facturation des services cloud. Donc il s'adresse à différents types d'utilisateurs dans un environnement multi-cloud avec plusieurs fournisseurs de services, comme OVH tout simplement, comme AWS, comme GCP. Et donc on répond à un besoin évident aujourd'hui qui est de comprendre, d'analyser et de garder le contrôle sur ces dépenses. Donc notre projet il est né dans la plus belle région de France qui est le Nord, dans un incubateur qui s'appelle Alacrité. Vous verrez la bière après, vous ne pourrez pas dire le contraire. À Roubaix, non, à Lille, désolé, on n'est pas loin. Donc je vais démarrer tout de suite par vous présenter d'abord le problème qu'on a rencontré quand on s'est posé la question de comment gérer ces données de facturation. Alors on avait un besoin qui était de partir d'une donnée totalement dénormalisée, puisqu'on a plusieurs fournisseurs de services qui nous envoient différents types de données, qu'on va récupérer notamment par des API. Donc ce sont des lignes de facturation, des inventaires, des lignes de taxes. Et ces données, on a besoin de les normaliser. Comment est-ce qu'on fait? On processe la donnée en utilisant un dictionnaire qu'on a nous-mêmes conçu, donc qui permet de mettre en relation certains objets en amont et d'obtenir une plus grande granularité. Et dans un second temps,
on va pouvoir stocker cette donnée pour pouvoir y accéder plus tard. Et enfin, l'afficher sur notre magnifique dashboard Lota Cloud. Alors on a dû faire un choix parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait effectivement deux types de données et ça c'est pas toujours évident. Donc la donnée dénormalisée qui consiste en des lignes de facturation, des inventaires et des taxes sera stockée dans une base de données Mongo. Donc les objets peuvent contenir différentes clés, ils peuvent avoir un différent nombre de colonnes, donc ce n'est pas évident de normaliser tout ça à premier abord. Dans un second temps, on a choisi pour la donnée normalisée, donc notre dictionnaire et les agrégats qu'on a générés suite à la transformation de cette donnée dénormalisée, d'utiliser une base de données relationnelle avec la technologie de MySQL. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement pris que du MySQL ou que du NoSQL? Parce qu'on s'est bien rendu compte que ces deux types de données répondaient à deux use cases différents. Déjà, en essayant d'insérer un fichier de facturation qui peut contenir presque 600 000 lignes dans une base de données relationnelle, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas le faire. Ensuite, on s'est rendu compte aussi qu'une base de données non relationnelle était plus performante, notamment pour récupérer des données d'historique, pour afficher à un client voilà, l'ensemble de ses services. On a décidé donc de partir chez MongoDB. Alors, puisqu'on est là pour parler de base de données relationnelle, pourquoi est-ce que nous, on a choisi MySQL? Alors, MySQL, c'est un des langages que j'ai appris. Donc, le premier, du moins, que j'ai appris, pardon. Et c'est aussi un des langages les plus connus, les plus répandus. Donc, il est très facile de l'utiliser, il est facile de trouver de la documentation et de se faire aider par un quelconque utilisateur. Dans un second temps, c'est un langage c'est une installation qu'on peut sécuriser. On peut avoir différents utilisateurs avec différents droits, restreindre les IP, mettre en place des systèmes de sauvegarde automatique. Enfin, c'est un langage qui est optimisé dans le cas d'usage que je vous présente. Donc, imaginons un dictionnaire avec des catégories, des produits, des types d'usage et le tout étant en relation, grâce notamment à une fonctionnalité très simple, l'indexation des clés. Enfin, pour pouvoir progresser rapidement, notamment dans l'univers des startups, on a besoin d'aller vite. Et l'avantage de MySQL, c'est qu'il est intégré dans la plupart des frameworks que l'on connaît déjà, notamment les frameworks web. Et on ne demande pas non plus des années de compétences et de formation pour pouvoir le maîtriser. Donc l'idée derrière, pour nous, le résultat, c'est d'obtenir une vue globale pour l'ensemble de nos utilisateurs, donc une vue structurée de leurs dépenses. Je rappelle qu'à la base, les données sont totalement déstructurées, d'avoir une vue par produit, par catégorie, par fournisseur. On peut également historiser la donnée grâce au pouvoir de MongoDB, mais garder cet esprit de catégorisation grâce à MySQL. Et enfin, si l'on le souhaite, on propose également sur notre dashboard de pouvoir étiqueter les ressources, une fonctionnalité de tagging, pour pouvoir rassembler rapidement en un coup d'œil l'ensemble des dépenses des services concernés par ce tag. Donc, je vais laisser la parole à Wilfried et je vous invite, si vous le souhaitez, à discuter avec nous après le meet-up. Sachez qu'on est activement à la recherche de bêta-testeurs, notamment chez OVH, pour pouvoir essayer notre solution, nous donner accès aux données et pouvoir échanger sur la construction de cette solution. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand je vous parlais de base de données, je vous disais qu'on allait prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet. Et le premier point que je souhaiterais regarder, c'est le ownership. Vos data sont un point central. Vous pouvez prendre vos data et les déplacer comme vous voulez, mais ça a un coût. Du coup, est-ce que votre choix, est-ce que j'ai appelé future-proof? Est-ce que vous allez avoir de la pérennité pour vos données? Est-ce que ça va être simple pour vous de continuer à grandir? Est-ce que votre DBMS a le support de la communauté? Est-ce que c'est une communauté naissante, mourante, grandissante? Vous allez pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience, de leurs compétences et possiblement de leurs contributions. Et vous allez pouvoir leur proposer les vôtres. C'est très intéressant. Deux startups vont pouvoir rencontrer un problème similaire. L'une va résoudre
le problème en premier, par exemple un bug, va trouver une correction, va la proposer à la communauté et tout le monde va en bénéficier. C'est très intéressant ça pour vous, d'un point de vue bug, mais aussi d'un point de vue fonctionnalité. Quand on parle d'open source, on peut aussi parler de lock-in. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent sur le marché. Est-ce qu'elles vaillent le coup d'être bloquées? Est-ce que si dans 2 ans, vous êtes bloqué chez un fournisseur ou dans une solution technique, qu'est-ce qui va se passer pour votre start-up? Le jour où ils vont arrêter la fonctionnalité qu'ils vous ont fait aller chez eux. Qu'est-ce qui va se passer s'ils n'arrivent pas à suivre la vitesse d'innovation des concurrents? Mais il y a peut-être pire, c'est quand ils vont commencer à toucher à votre porte-monnaie. Qu'est-ce qui se passe s'ils triplent le prix ou tout simplement s'ils mettent un prix dessus? C'est des questions à prendre en compte. Toute entreprise, start-up, a besoin de ressources humaines. Des gens pour venir travailler, pour avoir de l'impact. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de trouver facilement des ressources qualifiées pour venir vous aider à construire votre start-up? Je me souviens, il y a quelques années, où il y avait des offres d'emploi, où il était écrit « Recherche activement ingénieur Kubernetes avec 10 ans d'expérience ». Il y a 4 ans, Kubernetes, ça faisait pas 10 ans que c'était sur le marché. Aujourd'hui, ça fait toujours pas 10 ans. Si vous rencontrez ce problème, ça peut être un petit peu compliqué. De même, il ne faut pas compter que le salaire des personnes que vous allez embaucher, mais il faut aussi compter les licences, le hardware, en plus de tout ça. Oracle peut avoir toutes les fonctionnalités du monde, le prix de la licence, le hardware, c'est déjà un petit budget, mais si en plus les profils que vous recherchez sont rares et très chers, est-ce que vous pouvez vous le permettre? J'ai rien contre Oracle, mais c'est des questions qu'il faut se poser. La formation, l'auto-formation, est-ce que c'est facile d'y avoir accès? Est-ce que c'est facile de prendre en compétence? Et surtout, à quelle vitesse vous allez pouvoir avoir de l'impact? Être concurrentiel. Et en combien de temps votre nouvel embauché va pouvoir venir épauler vos cadres? C'est des questions qu'il faut prendre en compte. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'une vision haut niveau. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez un certain nombre de choix. Vous avez PostgreSQL. Aucune compagnie, aucune entreprise n'est propriétaire de Postgres aujourd'hui. Vous avez aussi MySQL, qui a été acquis il y a quelque temps par Oracle, qui est sujet à une double licence. Une licence propriétaire, où Oracle a le droit de dire « on a décidé, on ne demande l'avis à personne », et une licence open source. Du coup, ce qui s'est passé quand Oracle a acheté MySQL, la communauté a créé MariaDB, qui est purement open source, mais qui est la propriété, de MariaDB Corporation. Donc MariaDB, l'entreprise, a le dernier mot sur MariaDB, le software. De l'autre côté, du côté des logiciels propriétaires, on a Oracle. Vous avez sûrement entendu le nom. Vous savez certainement que c'est très très cher. Et vous avez SQL Server, qui est la propriété de Microsoft. Je vous parlais de futur. Je souhaite à toutes vos startups de grossir. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez grossi? Est-ce que vous êtes à l'étroit dans votre DBMS?
Est-ce que vous avez les features nécessaires pour évoluer? C'est des questions à prendre en compte. Est-ce que le support est facile d'accès? Est-ce que vous pouvez trouver du consulting pour vous aider dans un problème qui ne concerne que vous? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, chez OVH, on a notre avis. Certaines personnes partagent mon avis, d'autres non. On a choisi Postgres. C'est un sujet à débat. Je vous encourage à venir me voir tout à l'heure pour qu'on en discute si vous voulez. Il y a plusieurs raisons à ça. PostgreSQL supporte très bien le JSON. Et en plus, il est indexé. Du coup, on a des performances très importantes. Il y a un large système d'extension. Postgres a été construit autour de la notion d'extension. Si bien que si vous avez un use case qui ne concerne que vous sur la planète, vous pouvez développer votre extension pour que Postgres acquiert cette feature. Et vous pouvez aussi la partager si vous voulez. Il y a quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif. PostgreSQL est moins permissif que MySQL. Et pourquoi c'est une bonne chose? Parce que PostgreSQL va vous dire quand il n'est pas content avec ce que vous faites. Il y a quelques années, MySQL et le support du varchar, on était capable de lui dire je veux un varchar de 250 caractères. Qu'est-ce qui se passe au moment où on lui donne 300 caractères? MySQL, ce qu'elle a décidé de faire, c'est couper au bout, sans rien dire à personne. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous faites votre mise à jour? MySQL va vous dire ah bah non, c'est pas bien, c'est pas bon. Quel est l'impact sur votre applicatif? Combien de temps vous allez mettre à fixer? Ça peut être trivial, mais vos utilisateurs sont habitués depuis des années à ne pas avoir de limite. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous leur en imposez? Et les bugs sont courants, l'open source n'est pas parfait, aucun soft n'est parfait. En combien de temps les bugs vont être adressés? Ça peut vous impacter directement. Après, vous pouvez revenir en arrière sur votre mise à jour. Mais pour la petite histoire, il y a de la statistique qui a été faite sur PostgreSQL. Les bugs, entre le moment où ils sont reportés et le moment où ils sont fixés, il y a moins d'une journée. Du coup, PostgreSQL n'a pas de bug tracker. MySQL, ils ont un bug tracker où il y a des bugs qui sont ouverts depuis 10 ans. C'est une toute petite anecdote. Et enfin, PostgreSQL offre beaucoup plus de types de données que MySQL. Alors pourquoi c'est une bonne chose? Plus on a de types, plus on a de contraintes. Et il faut penser contraintes comme garantie. Et dans la vie, plus je vous offre de garanties, plus vous êtes content. Avec Postgres, c'est pareil. Typiquement, PostgreSQL propose un type INET, où il va s'assurer pour vous que l'adresse IP que vous lui donnez est une adresse IP valide et qu'il n'y a pas un 256 qui traîne dedans. Avec MySQL, il est possible de faire des trucs similaires. Du coup, si vous m'avez suivi pendant toute la présentation, vous devez vous dire « Ok, mais qu'est-ce que je choisis ?» C'est exactement là où il faut arriver. Quelles questions vous devez vous poser? Je vous l'ai dit. Maintenant, à vous de vous les poser, de vous approprier le sujet et de continuer à creuser. Et pour vous aider, je vous ai préparé une petite liste de lectures. Les slides seront publiés, du coup vous y aurez accès. La première, c'est Dimitri Fontaine. C'est une vidéo où il vous explique, où il vous présente son point de vue sur pourquoi PostgreSQL et SQL. Dimitri Fontaine, c'est quelqu'un de très connu dans la communauté Postgres. C'est un contributeur majeur. Ça fait quelques dizaines d'années qu'il travaille sur PostgreSQL. Il y a aussi une vidéo plus récente de Laurent Doguin où il présente un sujet similaire, où il dit que PostgreSQL, c'est le nouveau NoSQL. Pour être complètement juste avec MySQL et MariaDB, je vous ai aussi mis un article de blog qui nous vient de Uber, où il présente pourquoi ils ont quitté Postgres pour aller
vers MySQL. Et je vous ai mis aussi la réponse de la communauté. Et ensuite, je vous ai mis 2 liens vers Wikipédia pour toutes les notions acides que je vous ai présentées et le CAP-TOM. Un dernier conseil, avant de vous lancer dans un DBMS, revenez à votre question de départ, identifiez votre problème, comment vous voulez le résoudre, votre MVP, et commencez à faire des maquettes. Une fois que vous avez fait votre maquette, essayez de tordre le modèle dans tous les sens. Grosse charge, reboot de franc de la machine, défaillance, pour voir à quel point il est facile ou à quel point il est difficile de mettre le système en défaut. Et surtout pour voir à quelle vitesse vous êtes capable de retourner en production après une défaillance. Et continuez vos maquettes, capitalisez sur cette expérience et continuez. Ne testez pas juste Postgres. Testez MariaDB. Comparez les expériences pour pouvoir prendre une décision que vous allez assumer sur le long terme. Si vous voulez en apprendre plus sur ce qu'on a fait autour de PostgreSQL en interne chez OVH, on va vous présenter comment on a monté notre infra hautement disponible avec PostgreSQL lors du PGD France qui aura lieu à Lyon le 19 juin. Et je vais inviter Romain à vous remercier de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous contacter sur notre mailing list. Vous avez les coordonnées de l'Ota Cloud. Merci beaucoup d'être venu.